Bonjour à toutes et tous, bienvenue à une nouvelle édition d'Euroquestions, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors, où 2 mercredis par mois, nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Aujourd'hui, nous poursuivons sur la thématique des élections fédérales allemandes et nous sommes ravis d'accueillir Marie Delair et Thomas Pellerin-Carlin du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Ils ont publié la semaine dernière la transition énergétique allemande, bilan de 20 ans de choix politiques, et ils examineront pour nous dans quelle mesure la nouvelle coalition allemande pourra agir pour atteindre l'objectif de neutralité climat dès 2045. Ils dresseront ensuite un bilan de 20 ans de choix de politique énergétique qui semble montrer que l'Allemagne pourrait réussir son tournant énergétique. Avant de céder la parole à nos intervenants, je vous rappelle que l'outil questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Il vous permettra de poser vos questions que je relayerai à nos intervenants dans la seconde partie de ce webinaire. Sans plus attendre, je cède la parole à Marie et Thomas et je vous souhaite une très bonne question. Merci Mathieu. Bienvenue à tous dans cette Euroquestion. Et tout d'abord, on va commencer par définir ce que c'est que cette stratégie énergétique allemande, l'Energiewende. Et donc, c'est le fruit de 20 ans de choix allemands de politique énergétique qui débutent dès 2002 avec la décision du gouvernement social-démocrate et vert de sortir du nucléaire d'ici à environ 2022 et qui constitue aujourd'hui le premier pilier de l'Energiewende. Et aujourd'hui, c'est une stratégie énergétique qui s'articule autour de 3 objectifs. Le premier, qui est d'atteindre la neutralité climatique en 2045. Pour rappel, la neutralité climatique, ça consiste à adopter des politiques, des comportements qui permettent de réduire au minimum les gaz à effet de serre, de manière à ce que les émissions restantes, elles puissent être compensées par la reforestation, par exemple. Donc, d'atteindre cet objectif en 2045, tout en se passant d'énergie atomique dès 2022 et en cessant de brûler du charbon pour produire son électricité d'ici à 2038. Et comme on va le voir dans la slide précédente, ce dimanche, bien sûr, les citoyens allemands vont aller voter pour renouveler leur parlement et leur gouvernement. Et il y a plusieurs événements clés qui ont contribué à faire du climat un des principaux sujets de cette année de campagne électorale. Donc déjà, dans un premier temps, il y a une très forte mobilisation de la jeunesse allemande par le biais des Fridays for Future notamment, qui débutent dès septembre 2019 et qui voit 1,5 million de personnes descendre dans les rues. Et c'est une mobilisation qui est durable puisqu'elle reprend en juin de cette année électorale. Ensuite, il y a eu un deuxième événement clé qui est le jugement de la Cour constitutionnelle allemande qui juge la loi climat passée en 2019 insuffisante et qui pousse le gouvernement actuel à revoir ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à la hausse, comme mon collègue Thomas vous le détaillera un peu plus tard. Et ensuite, il y a un troisième élément qui sont les inondations meurtrières qui frappent l'ouest de l'Allemagne en juillet et qui constituent une prise de conscience. L'Allemagne est en train d'expérimenter de manière concrète les effets du changement climatique. Et comme on le voit dans la slide suivante, tout ça contribue à placer le climat comme la première préoccupation des citoyens allemands avant même la pandémie de Covid. Et ce graphique est tiré d'un eurobaromètre qui a été réalisé en mars et en avril 2021. Et ce même eurobaromètre montre que 67% des citoyens allemands, en plus, estiment que l'action du gouvernement actuel est insuffisante pour lutter contre le changement climatique. Et donc, dans la prochaine slide, on va voir que cette préoccupation clé des citoyens allemands, ça pousse les différents partis et leurs candidats à la chancellerie à faire de l'Energiewende un enjeu central de leur programme. Un sujet a particulièrement suscité les débats et les prises de position fortes, et c'est la question du montant du prix du carbone sur les carburants et le chauffage qui a été instauré en début d'année. Donc son montant et surtout qui doit payer pour cette action climatique et pour cette hausse de coûts. Donc Annalena Baerbock, qui est la candidate qui mène les Verts, appelle à un prix plus élevé, tandis que Olaf Scholz, le candidat des sociodémocrates, et Armin Laschet, qui mène la CDU, s'opposent sur qui des propriétaires ou des locataires devra assumer cette hausse de coûts.
Et le graphique que vous pouvez voir sur cette slide, il est tiré d'une étude qui analyse les propositions portées par les différents partis politiques au regard des nouveaux objectifs de l'Allemagne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 65% en 2030. Et on en tire une observation principale, c'est que si les Verts ont le programme le plus complet pour lutter contre le changement climatique, en l'état actuel, aucun programme ne permet d'atteindre cet objectif ambitieux. Or, aujourd'hui, ce n'est plus d'un tournant énergétique dont les citoyens allemands ont besoin, d'une Energiewende, mais c'est d'une véritable révolution énergétique pour relever tous les défis, pour transformer ce système énergétique comme on va le voir avec mon collègue Thomas. Merci Marine. Bon, maintenant, on va faire le bilan des 20 ans de la politique énergétique allemande. Ce tournant énergétique, il a trois principaux objectifs. Sortir du nucléaire, sortir du charbon, atteindre la neutralité climat. Regardons d'abord l'objectif sur le nucléaire dans la diapositive suivante. Cet objectif politique de sortie du nucléaire répond avant tout à une mobilisation sociale et politique extrêmement profonde en Allemagne, qui s'est déployée notamment dans les années 70-80 avec beaucoup de manifestations, certaines violentes, certaines pacifistes. Et ce mouvement anti-nucléaire en Allemagne est encore extrêmement puissant dans la société allemande et dans le paysage politique allemand. Avec ce mouvement populaire, lors de l'année 2000, la coalition menée par Gerhard Schröder, qui était une coalition alliant les sociodémocrates et les Verts allemands, propose puis adopte ce qu'on appelle le consensus sur le nucléaire, l'Atom Consens, qui prévoit que l'Allemagne sorte du nucléaire dès 2022. Après, il y a les élections de 2005, c'est les premières élections où Angela Merkel est élue. Et durant le premier gouvernement d'Angela Merkel, entre 2005 et 2009, Angela Merkel ne change rien. Lors de sa réélection en 2009, elle met en place une coalition avec le Parti libéral allemand. Et ensemble, en 2010, ils choisissent de confirmer la sortie du nucléaire, mais de prolonger le calendrier de sortie. Donc, autrement dit, ils ne changent pas la direction. La direction reste la sortie du nucléaire en Allemagne. Ils veulent juste atteindre cet objectif un peu plus tard, quelques années plus tard, plutôt que 2022. J'insiste donc bien sur le mot prolongé, car contrairement à ce qui est souvent raconté en France, le choix d'Angela Merkel en 2010 est un choix de sortie du nucléaire, simplement de sortie plus lente. Ce choix fait néanmoins polémique en Allemagne, où des forces politiques se mobilisent contre ça. Et cette polémique est, si je puis dire, tranchée par l'accident nucléaire japonais de Fukushima et les répercussions politiques qui s'ensuivent en Allemagne. Donc en 2011, Angela Merkel et son gouvernement choisissent de revenir à la situation initiale de sortie du nucléaire dès 2022. Ça, c'est vraiment un point important à comprendre en Europe et en France, c'est que le choix allemand de sortie du nucléaire, il ne date pas de Fukushima. Il ne serait pas une réaction irrationnelle à un accident qui choque, comme j'ai encore pu lire ce matin dans un journal de qualité. Ce choix, il date de la période 2000-2002, par cette coalition des Verts et des sociaux-démocrates, qui sont eux-mêmes issus des élections allemandes de 1998 et qui eux-mêmes, du coup, s'appuient sur un mouvement social qui a été créé bien avant ma naissance. Donc, ce choix allemand de sortie du nucléaire, c'est un choix souverain, c'est un choix qui est réfléchi et c'est un choix qui se fonde sur un vaste consensus démocratique et populaire. Passons maintenant au deuxième grand sujet qui est le plus structurant, qui est l'enjeu du climat. Sous la pression populaire de la jeunesse que Marie a rappelé, le gouvernement fédéral vient d'adopter des objectifs beaucoup plus ambitieux sur le climat. Les objectifs que l'Allemagne se fixe pour elle-même sont plus ambitieux que les objectifs que l'Union européenne se fixe pour elle-même ou que la France se fixe aussi pour elle-même. L'immense défi vraiment pour l'Allemagne, ce sera de transformer radicalement son économie, notamment ses secteurs industriels et ses transports, de manière à réduire tellement ses émissions de gaz à effet de serre qu'elle pourra atteindre son objectif 2030, qui est un objectif de baisse de 65% des émissions de gaz à effet de serre en Allemagne, et aussi atteindre son objectif de neutralité climat dans à peine 23 ans, ce qui est un temps très très court à l'échelle des investissements dans le secteur de l'énergie, qui sont des investissements qui durent sur des décennies et parfois même un ou deux siècles.
Cet objectif de neutralité climat, et on n'insistera jamais assez sur son niveau d'ambition, une Allemagne neutre pour le climat, c'est une Allemagne où chaque gramme de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre émis en Allemagne sera compensé par de la captation d'une quantité équivalente de gaz à effet de serre. Captation qui peut passer par la reforestation ou certaines pratiques agricoles, qui peut aussi passer par des méthodes technologiques comme la capture du CO2 dans l'atmosphère pour le stocker sous terre. Pour atteindre cet objectif-là, il y a un élément très concret qui est lié au système énergétique allemand, qui est l'objectif de sortie du charbon en 2038. Et comme on va le voir, l'Allemagne, depuis quelques années, a fortement réduit sa consommation de charbon. Et donc cet objectif-là, il est très clairement atteignable. Et il pourra d'ailleurs être atteint bien avant 2038, selon les évolutions économiques, mais aussi selon les choix politiques que l'Allemagne fera, notamment après les élections de ce dimanche. Donc, sur la prochaine diapo, on peut voir dresser un premier bilan. On va dresser ce bilan de temps, d'abord le système électrique et après le système énergétique dans son ensemble. Sur l'électricité, ce qu'on voit, c'est une progression massive des énergies renouvelables en à peine 20 ans. Cette progression elle a été tellement importante que l'Allemagne réussit aujourd'hui à la fois à sortir du nucléaire et à réduire considérablement sa consommation de charbon. Donc, ce qu'on voit en fait en 20 ans, c'est une grande transformation du mix énergétique, du mix électrique allemand. Et donc, du coup, je vous invite à regarder sur ce graphique. Vous voyez la part des énergies renouvelables en vert, qui est passée en à peine 20 ans de 7% à 45% du mix électrique allemand, avec un développement massif, notamment de l'éolien, puisque l'éolien à lui seul produit un quart de l'électricité consommée en Allemagne. Dans le même temps, vous voyez une réduction du nucléaire, réduction entamée dès l'année 2000. Entre 2000 et 2010, on voit déjà une baisse de cette part du nucléaire suite au début de la mise en œuvre de la décision de sortie du nucléaire prise en 2000-2002 par la coalition social-démocrate et Verts. Cette baisse du nucléaire se poursuit et elle sera finalisée en décembre 2022 lorsque la dernière centrale nucléaire allemande sera fermée. Et si on regarde le charbon, on voit du coup que cette part du charbon s'est réduite en même temps durant la même période et que, pour le dire un peu rapidement, les Allemands brûlaient 2 fois moins de charbon l'année dernière qu'il y a 20 ans. Donc là, on est sur un bilan qui est positif au regard des objectifs que l'Allemagne s'est fixés pour elle-même, et notamment au regard de l'objectif que l'Allemagne s'est fixé en 2000-2002, cet objectif de sortie du nucléaire d'ici à 2022. Regardons maintenant le secteur énergétique, qu'on va voir du coup sur la prochaine diapo. Donc le secteur énergétique, ça inclut l'électricité, donc ça inclut ce qu'on vient de voir, mais ça inclut aussi beaucoup d'autres secteurs qui sont fondamentaux, le chauffage des bâtiments, la production industrielle et les transports, notamment. On voit qu'au cours des dernières décennies, l'Allemagne a légèrement baissé sa consommation de pétrole, ce qui est positif, mais très insuffisant au regard de l'enjeu climatique. Et là-dessus, le bilan allemand, l'Allemagne est vraiment dans la moyenne européenne, où on voit effectivement une baisse de la consommation de pétrole, mais le pétrole reste en Allemagne, comme en France, comme ailleurs, en Europe, la première source d'énergie consommée dans le pays. On voit aussi que l'Allemagne a réussi à faire baisser sa consommation de charbon. Vous voyez que cette consommation de charbon elle a énormément baissé après la chute du mur de Berlin et la réunification en 1990. Et elle baisse drastiquement depuis 2018 sous l'effet de diverses décisions politiques, mais notamment sous l'effet de l'efficacité depuis quelques années du marché européen du carbone qui a rendu l'électricité produite à base de charbon beaucoup plus chère. Donc on voit que cette baisse des dernières années en Allemagne de la consommation de charbon est assez spectaculaire. Elle est extrêmement bénéfique pour le climat. Néanmoins, elle reste à confirmer et les premières données qu'on a pour le premier semestre 2021 montrent plutôt une hausse pour l'instant du charbon. Donc ça va être un des grands enjeux pour le gouvernement fédéral allemand qui sera formé dans les mois à venir, s'assurer que l'Allemagne continue à bien baisser sa consommation de charbon à une vitesse qui soit au moins similaire à ce qui s'est passé depuis quelques années.
On voit aussi sur ce graphique que l'Allemagne doit encore relever le défi du gaz. C'est la ligne bleue que vous voyez ici. Et si la consommation allemande de gaz fossile n'a pas vraiment augmenté depuis 20 ans, vous voyez qu'elle est globalement stable depuis le milieu des années 90, elle n'a pas non plus entamé sa baisse. Et or, la baisse de la combustion de gaz fossile est vraiment une condition nécessaire pour que l'Allemagne puisse atteindre son objectif de neutralité climat. Et ça va être un des grands défis pour le système énergétique allemand. Et finalement, on voit surtout, en fait, sur ce graphique, qu'il n'y a qu'une seule source d'énergie en Allemagne qui progresse. Il n'y a qu'une seule source d'énergie où on voit une vraie croissance de la production d'énergie, ce sont les énergies renouvelables, dans le secteur électrique, mais pas que. Et donc, on voit vraiment ce décollage qui fait que les énergies renouvelables sont désormais la première source d'électricité en Allemagne et au sein du mix énergétique sont pour l'instant en troisième position. Et selon les choix politiques que les Allemands feront cette décennie, les énergies renouvelables deviendront rapidement deuxième puis première source d'énergie en Allemagne. Mais ça va avant tout dépendre des choix politiques que les Allemands vont commencer à faire ce dimanche par leur vote et vont faire ensuite tout au long de la décennie 2020. Maintenant, passons à la prochaine diapositive où on va voir un peu les limites, les faiblesses, les points de vigilance pour ce tournant énergétique allemand. D'une part, l'objectif allemand sur le climat qui a été atteint en 2020, il a été atteint avant tout grâce à la politique allemande et aux politiques qui ont été mises en place depuis 20 ans, mais aussi un petit peu grâce à la crise de la Covid. Donc, l'objectif allemand, il était pour 2020 de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40%. Sans la pandémie, on estime en tout cas qu'ils n'auraient pas été à 40%, mais à 37-38%. Donc, c'est pas loin, mais c'est pas 40%. Donc, si l'Allemagne a atteint son objectif climat en 2020, c'était un petit peu grâce à la crise de la Covid. C'était beaucoup grâce au choix politique allemand, mais un petit peu grâce à la crise de la Covid malgré tout. Autre enjeu important en Allemagne, et qu'un enjeu européen, en fait, c'est la stabilité du réseau électrique. Parce que du coup, vous voyez cette grande transformation de la production d'électricité en Allemagne, bientôt aussi une transformation importante de la consommation d'électricité en Allemagne, avec le déploiement de l'hydrogène vert, avec le déploiement des véhicules électriques, le déploiement des pompes à chaleur. Et donc ça, évidemment, ça crée énormément de changements et tous ces changements, ils doivent être orchestrés, si je puis dire, par un réseau électrique stable. Et la stabilité du réseau électrique allemand est un vrai enjeu pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe, parce que nos réseaux électriques sont pleinement interconnectés. Et l'Allemagne, je ne vous apprends rien, est au centre géographique de l'Union européenne. Et du coup, la stabilité du réseau électrique allemand est un enjeu fondamental pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Union européenne. Un troisième enjeu aussi, c'est le choix allemand, pour l'instant depuis 20 ans, a été de financer en grande partie ce tournant énergétique en augmentant les taxes sur le prix de l'électricité des ménages et des petites entreprises. Et donc, du coup, de ne pas mettre à contribution les grands industriels. Ce qui est un choix politique assumé par les gouvernements allemands, mais qui, du coup, a effectivement fait qu'en Allemagne, le prix de l'électricité, notamment pour les ménages, est particulièrement élevé. Malgré ça, la pauvreté énergétique en Allemagne est extrêmement basse, beaucoup plus basse que dans la moyenne européenne ou en France. Mais néanmoins, c'est un enjeu des débats en Allemagne. À quel point est-ce que les citoyens allemands doivent payer de leur poche pour ces politiques-là, et à quel point l'argent peut venir d'autres sources de financement, notamment des entreprises et notamment des entreprises industrielles. Il y a deux angles morts encore de la politique allemande, c'est vraiment tous les enjeux de politique industrielle et de politique des transports. Là-dessus, malheureusement, j'ai envie de dire, l'Allemagne n'est pas une exception. Je connais aucun pays européen en réalité qui, pour l'instant, a vraiment et une politique industrielle et une politique des transports qui nous permettent d'envisager vraiment d'atteindre la neutralité climat. Donc ça, c'est un grand défi, un défi extrêmement important. Et pour relever ces défis-là, tant au niveau industriel et notamment au niveau des transports, il y a un enjeu politique, et c'est mon cinquième et dernier point, c'est le besoin d'articuler le niveau fédéral allemand, donc ce gouvernement fédéral qui sera renouvelé après les élections de ce dimanche, avec les autres niveaux. Pour rester dans la sphère publique, l'Allemagne est un État fédéral. L'Allemagne a 16 États fédérés qui ont des compétences extrêmement importantes sur le transport, sur l'énergie, etc. Et ces États sont très divers. On a en France un ancien président français qui nous racontait qu'il fallait qu'on crée en France des régions à taille européenne comme en Allemagne.
cela montrait son ignorance de l'Allemagne. En Allemagne, vous avez à la fois des États fédérés comme la Rhénanie, qui sont plus gros que beaucoup de pays européens. La Rhénanie, c'est 18 millions d'habitants. C'est une superficie qui est quasiment la taille de l'Irlande. Et en même temps, vous allez avoir des États fédérés qui sont tout petits, comme l'État de Brême, qui est un État qui est plus petit qu'un département français et qui a à peine 600 000, 700 000 habitants. Et il faut articuler du coup ce niveau fédéral avec ces entités fédérées et avec des entités fédérées qui ont aussi du coup des manières de fonctionner assez différentes. Au-dessus du niveau fédéral allemand, il y a évidemment le niveau européen. Alors, il y a le niveau franco-allemand, il y a le niveau Weimar, donc c'est France, Allemagne et Pologne. Et il y a aussi évidemment l'Union européenne. Et ça, c'est un des enjeux clés d'articuler la transition énergétique allemande avec les transitions énergétiques nationales de ses voisins et la grande transition énergétique européenne que nous essayons de faire ensemble. Et enfin, il y a évidemment besoin d'articuler ça avec les initiatives des entreprises publiques et privées, puisque, in fine, la politique européenne de l'énergie, comme la politique allemande de l'énergie, ces résultats, on le voit, la manière dont elle permet de changer les comportements d'investissement, notamment des entreprises privées du secteur de l'industrie, du secteur de l'énergie, du secteur des transports. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Tous ces sujets, on les couvre en détail dans notre policy paper qu'on a écrit cet été avec Marie. Je veux juste sur la prochaine diapo vous montrer des éléments dans lesquels vous pouvez vous plonger. Marie a fait ce panorama de tous les outils de politique publique qui existent en Allemagne sur l'énergie. Donc, vous voyez un arsenal complet et qui traite à la fois des enjeux de mobilité, d'innovation, d'industrie, de finances vertes, et qui le traite en abordant, en utilisant à la fois des outils de type réglementation, de la législation, mais aussi des actions d'appui qui viennent soutenir des entreprises, des collectivités locales, et aussi des actions de financement, puisque l'État fédéral allemand investit beaucoup d'argent dans la transition énergétique. Et enfin, vous pourrez aussi rentrer dans le détail de ce tableau qui vous montre les différents objectifs que l'Allemagne s'est dotée, tant sur le climat que sur l'énergie et les transports. Et vous pourrez voir aussi l'évolution de ces objectifs. Donc, voir comment est-ce que l'Allemagne, au cours des dernières années, a augmenté ses ambitions sur l'enjeu du climat. Merci beaucoup pour votre écoute. Et Mathieu, je pense qu'on va prendre les questions maintenant. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Merci Marie, merci Thomas pour votre présentation. Peut-être pour commencer avec une question assez générale. Un auditeur nous demande comment une Allemagne championne de la transition énergétique pourrait-elle influencer l'Europe? Peut-être pour Thomas, cette question. Oui, donc ça va être tout l'enjeu des élections à venir. Alors déjà, pour être bien clair, je ne dirais pas qu'aujourd'hui l'Allemagne est une championne de la transition énergétique. Faut être très très clair là-dessus. Il n'y a aucun pays en fait dans le monde, à ma connaissance, qui est un champion sur ça. Voilà. Après, pour prendre une métaphore de vélo, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de pays qui ont fait une échappée, quoi. Donc il y a un peloton, il y a des gens qui sont en tête de peloton, des gens qui sont en queue de peloton. L'Allemagne est plutôt, on va dire, dans la moyenne haute des États européens en termes de ce qu'ils sont en train de faire. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore vraiment des champions de la transition énergétique. Si jamais l'Allemagne devenait une championne de la transition énergétique, et notamment après les élections de ce dimanche, ce serait un changement majeur en Europe. Il faut être très, très clair. De par l'importance physique du système énergétique allemand, de par sa centralité géographique, sa centralité économique, mais aussi évidemment de par son influence politique en tant qu'État le plus peuplé des États membres de l'Union européenne. Et vraiment le scénario rose ou vert, comme vous voulez, ce serait que fin 2022, on ait à la fois un gouvernement allemand champion de la transition énergétique et un gouvernement français champion de la transition énergétique, ce qui là changerait grandement la donne, et notamment sur le secteur des transports, où tant la France que l'Allemagne, par le passé, ont eu un rôle bloquant, un rôle de freinage, beaucoup plus qu'un rôle d'accélération de la transition énergétique dans le secteur des transports. Merci beaucoup. La prochaine question pour Marie, peut-être. Un auditeur demande, peut-on vraiment considérer qu'un pays qui n'a pas une bonne couverture de réseau et d'Internet, un constat fait durant la pandémie, puisse réussir une telle révolution énergétique?
Oui, alors déjà, tout ce qui va être la question numérique et la question énergétique, c'est deux choses qui sont différentes. Et comme on le montre dans notre policy paper avec Thomas, l'Allemagne a un grand défi devant elle de moderniser ses infrastructures énergétiques. Après, un des grands thèmes de cette campagne électorale aussi, qui a été beaucoup soulevé, c'est une remise en cause de la Schwarznull et de l'austérité budgétaire allemande avec des positions fortes d'Annalena Baerbock et d'autres plus petits candidats qui prônent pour un plus d'investissement de l'État allemand dans ses infrastructures, puisqu'on fait en ce moment le constat que les infrastructures allemandes sont vieillissantes, que ce soit en termes énergétiques, en termes de transport, et qu'elle a aussi manqué un virage du numérique. Et donc ça, c'est une question qui est fort débattue en ce moment par les candidats et qui pourrait changer une doxa allemande, en tout cas dans la prochaine coalition. Merci beaucoup. Peut-être question suivante. Thomas, tu vas peut dire que sur la question des transports, l'Allemagne ne faisait pas forcément partie des bons élèves. Un auditeur demande, bonjour, quel est le poids de l'industrie automobile allemande dans la transition énergétique des transports? Est-ce qu'on peut dire que les lignes ont bougé à ce niveau-là? Oui, clairement, on peut dire que les lignes sont en train de bouger, pour être tout à fait précis. Et ça reflète aussi le mouvement qu'on voit plus généralement en Europe, au sein des constructeurs automobiles. Pour le dire un peu rapidement, donc je vais être un peu caricatural et simpliste dans mon propos pour être bref. On a un affrontement entre une nouvelle garde et une ancienne garde. On a une ancienne garde qui dit, en gros, on a investi énormément d'argent sur le diesel et l'essence, on va continuer à faire de l'argent avec ça, et du coup, on veut vraiment qu'il y ait le moins de transformation possible, et on veut qu'il y ait le moins de véhicules électriques à batterie, mais à rigueur, les hybrides, ça va, parce qu'avec l'hybride, ça consomme quand même pas mal de diesel et pas mal d'essence. Et de l'autre côté, une nouvelle garde qui dit, non, mais sur les voitures, on sait exactement ce qu'il faut faire, c'est des véhicules électriques à batterie. Voilà. C'est clairement ça la solution. Et plus nous, constructeurs automobiles européens, on investira vite là-dessus, plus on aura un cadre réglementaire contraignant et ambitieux au niveau national et au niveau européen, plus vite on pourra rattraper nos retards vis-à-vis des Chinois et devenir, du coup, nous, constructeurs européens, les leaders mondiaux de la batterie et de la voiture électrique. Et donc, ces affrontements entre cette nouvelle garde et cette ancienne garde, vous l'avez à l'intérieur de chaque gouvernement et surtout à l'intérieur de chaque entreprise. Et ils se cristallisent sur des choix d'investissement très concrets. Et chaque entreprise va rendre un arbitrage là-dessus. Et parmi les entreprises qui sont quand même les plus en avance dans la transformation électrique, on peut citer Volvo, on peut citer aussi Volkswagen, assez étonnamment, qui, depuis quelques années, investissent très sérieusement dans ce domaine-là. Et donc, du coup, ça repose des questions différemment en termes politiques. Parce que la question pour le politique, maintenant, c'est plus de savoir s'ils sont pour ou contre l'industrie automobile. C'est de savoir, au sein de l'industrie automobile, est-ce qu'ils veulent privilégier cette nouvelle garde qui cherche à construire l'avenir ou privilégier cette ancienne garde qui cherche au maximum à protéger un passé polluant. Et donc ça, évidemment, ça change la donne dans les choix politiques à venir. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a ces évolutions que la Commission européenne a proposé une mesure qui est une mesure assez ambitieuse, qui est que en 2035, en Europe, les seules voitures qui soient vendues, les voitures neuves, soient des voitures zéro émission, comme par exemple des voitures électriques à batterie ou aussi des voitures électriques à hydrogène, par exemple. Merci beaucoup. Je vais peut-être, puisque le temps tourne, je vais peut-être poser deux questions, une à Thomas, une à Marie, et puis je vous laisserai répondre dans l'ordre. Donc peut-être première question pour Thomas. Évidemment, on reçoit des questions sur le projet de gazoduc Nord Stream 2. Un spectateur nous demande, que pensez-vous du projet Nord Stream 2 du point de vue énergétique et géopolitique par rapport aux partenaires européens? Et un autre auditeur nous demande comment est-ce que ce projet de gazoduc s'insère dans la stratégie de tournant énergétique en Allemagne. Et peut-être une question pour Marie, c'est une question sur la sobriété énergétique. Un auditeur demande, est-elle débattue en Allemagne et est-elle dans l'agenda politique de certains partis? Thomas, pour commencer sur Nord Stream, donc Nord Stream, c'est un gazoduc qui relie la Russie et l'Allemagne en passant par la mer Baltique. Ce gazoduc, il y a une première version qui a été construite au courant des années 2000.
Et là, en fait, sa capacité est en train d'être doublée. C'est ce qu'on appelle le projet Nord Stream 2, qui, au moment où on parle, est en train de finir d'être construit en Allemagne. D'un point de vue énergétique, l'objectif de Nord Stream 2, ce n'est pas d'approvisionner l'Allemagne en gaz, c'est d'approvisionner l'Europe de l'Ouest en gaz. La quantité de gaz qui est prévue d'être transportée par Nord Stream 2 est supérieure à la consommation actuelle de gaz en Allemagne. Elle est supérieure de quasiment 20 ou 30%. Et l'Allemagne, par ailleurs, reçoit son gaz d'autres pays que la Russie. Hein. Les Pays-Bas, la Norvège, par exemple, fournissent l'Allemagne en gaz. Donc, d'un point de vue économique, énergétique, c'est vraiment ça l'objectif de ce projet. De la part de Gazprom, hein, c'est l'entreprise russe qui est la première entreprise dans ce projet-là. C'est un pari. Hein. C'est un pari notamment sur les consommations futures de gaz en Europe. Et plus les Européens iront vite dans la transition énergétique, donc les Européens y compris les Allemands, plus vite on pourra baisser notre consommation de gaz et du coup, plus ce gazoduc restera vide au lieu d'être plein de gaz fossile russe. D'un point de vue géopolitique, Nord Stream 2, c'est clairement un échec pour les Européens. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous, à Sujet de l'Or, on s'est beaucoup battu pour qu'il y ait une approche européenne cohérente sur ce sujet-là. Le fait est que la Commission européenne a vraiment essayé de faire ce qu'il fallait faire. Elle a reçu un soutien important du gouvernement polonais, qui a une position très pro-européenne sur ce sujet-là, et je pense qu'il faut le souligner. Ça a été, dans les faits, torpillé par les gouvernements, notamment allemands, mais aussi français. Jean-Yves Le Drian tient une part de responsabilité là-dessus, et aussi des gouvernements autrichiens, par exemple, et des gouvernements italiens qui, à certaines époques, ont eu aussi un rôle plutôt négatif sur ça. Et donc, c'est vrai que c'est assez, moi, en tant que citoyen européen, en tout cas, je suis attristé de voir que, en même temps qu'on cherche à sanctionner économiquement la Russie pour des raisons politiques, y compris des raisons de légitimité de nos propres élections démocratiques, en même temps qu'il y a cette diplomatie-là, et en parallèle, il y a un projet de gaz de 8 milliards d'euros qui s'inscrit sur la longue durée, qui est fait par des acteurs privés avec le soutien de certains gouvernements nationaux. Mais malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on a un décalage entre les discours diplomatiques de nos gouvernements et leurs actions réelles sur le terrain. Pour finir sur un point sur Nord Stream 2 qui me semble aussi important à souligner, ce n'est pas le point essentiel, mais nous aide à comprendre aussi, c'est l'imbrication d'une certaine partie de l'élite allemande avec le lobby pétro-gazier russe. La figure la plus importante, c'est celle de Gerhard Schröder, qui était le chancelier allemand sur la période de décision en fait, de la construction du premier Nord Stream 1. Donc, il était chancelier de mémoire entre 1998 et 2005. Et juste après avoir soutenu ce projet de gazoduc, il allait travailler pour les Russes, et notamment pour Nord Stream, pour Gazprom, pour Rosneft, qui sont des entreprises pétrolières et gazières russes. Et au-delà de ça, il y a un personnage particulier qui s'appelle Matthias Warnig, qui, comme son nom l'indique, est allemand, qui est le PDG de l'entreprise Nord Stream. Et Matthias Warnig, on sait, c'est des documents officiels que vous pouvez retrouver sur Internet facilement. On sait que dans les années 80, Matthias Warnig était un agent de la police politique est-allemande, donc du régime pro-soviétique en Allemagne de l'Est, donc la fameuse Stasi, qui, du coup, évidemment, ça vous dit quelque chose aussi sur le type de personnalité qu'on retrouve aujourd'hui dans les enjeux gaziers euro-russes. Et moi, je vais répondre brièvement sur la question de la sobriété énergétique. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, ce n'est pas un sujet qui a été débattu dans la campagne actuelle. On a surtout beaucoup parlé des mécanismes de marché pour changer les comportements et lutter contre le changement climatique. En revanche, je suis sûre qu'il doit être présent quelque part dans les programmes. Donc, je vous invite à vraiment m'écrire par mail et je regarderai ça et je vous en dirai plus, surtout qu'on a un collègue qui nous rejoint, qui va travailler spécialement sur ces questions. Donc, si vous voulez, on peut poursuivre cette discussion par email pour de plus précises informations sur les programmes. Merci beaucoup. Peut-être je vais finir avec deux questions. Une première question sur l'innovation. Un auditeur demande, est-ce que l'Allemagne investit beaucoup dans l'innovation et l'Europe? Et peut-être une autre question d'ordre plus politique et peut-être
sur un cours plus long, un auditeur nous demande, en cas de négociation longue pour la constitution d'une coalition en Allemagne, quel impact cela aurait-il pour le paquet législatif Fit for 55 et les ambitions pour le climat au niveau européen? Je peux commencer par la dernière question. C'est assez facile de répondre à ça. L'impact sera faible. C'est-à-dire que les négociations du Fit for 55, c'est des négociations qui vont durer 1 an et demi, 2 ans. On a déjà une partie du paquet qui a été proposée par la Commission européenne en juillet dernier. Il y en a une deuxième partie qui va arriver là en décembre. Et là, on est d'abord, avant tout, dans une évaluation technique des dossiers. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment l'administration centrale allemande qui fait ce travail. C'est vraiment en 2022 qu'on va arriver sur les grands choix politiques. Et donc, du coup, je ne pense pas que des négociations longues en Allemagne après les élections soient un problème particulier pour ce paquet européen qui s'appelle du coup le Fit for 55. Sur la question de l'innovation, donc en termes d'investissement public dans la recherche, le développement, la démonstration, l'Allemagne investit environ 1,5 milliard d'euros par an. Alors c'est pas mal, c'est mieux que certains pays, c'est clairement pas à la hauteur des enjeux. Pour vous donner un point de référence, donc aujourd'hui l'Allemagne investit 1,5 milliard. Dans les années 80, elle investissait plus de 3 milliards. Donc en Allemagne, les dépenses publiques dans la recherche, le développement, l'innovation, dans l'énergie, a baissé entre 1980 et aujourd'hui. C'est le cas dans quasiment tous les pays européens, malheureusement. Ce n'est pas le cas en Chine. Donc ça aussi, c'est un enjeu pour l'Allemagne. Et il y a un rapport qui est sorti pas plus tard que ce matin ou hier de collègues allemands qui, eux, chiffrent le besoin en capital risque dans la clean tech à 200 milliards pour la décennie 2020 pour l'Allemagne seule. Alors là, par contre, on n'est pas que sur l'argent public, on est sur beaucoup, beaucoup d'argent privé. Et donc, il y a vraiment un besoin que l'Allemagne investisse beaucoup plus sur la recherche, le développement, sur l'innovation, qu'elle le fasse avec des outils publics qui sont vraiment essentiels et qu'elle le fasse aussi en mobilisant les investissements privés parce qu'on en a absolument besoin si on veut être capable de développer des nouveaux produits et des nouveaux services pour atteindre la neutralité climat en l'espace d'une génération, puisque c'est ça l'enjeu. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses et pour votre présentation. Avant de clore cette question, je vous rappelle donc la publication de Thomas Pellerin-Carlin et Marie Delair, La transition énergétique allemande, bilan de 20 ans de choix politiques. Vous pouvez y retrouver les graphiques qui ont été présentés lors de ce webinaire et creuser le sujet de notre euro-question du jour. À noter que nous enverrons une newsletter spéciale élection allemande aujourd'hui où vous pourrez retrouver tous nos travaux sur le sujet ainsi que les enregistrements de l'euro-question avec notre directeur Sébastien Maillard et l'euro-question de ce jour. Le prochain euro-question aura lieu le 6 octobre à 14h30 en présence de Jérôme Vignon, conseiller migration à l'Institut Jacques Delors, qui abordera la question du droit à l'asile et de la politique migratoire européenne sur fond de crise humanitaire en Afghanistan. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette euro-question et nous vous souhaitons un très bel après-midi.